février 2021, en cours de gestion de l'innovation, mon professeur a lancé une remarque qui m'a surprise. Voici plus ou moins ce qu'il a partagé. À première vue, je n'ai pas trop l'impression que les universités soient agiles. Cette remarque m'a d'autant plus interpellée que je venais de présenter en classe sur les méthodes agiles et que j'avais trouvé ce sujet absolument passionnant, après avoir moi-même suivi une formation sur 2 jours sur la méthode Scrum l'année dernière et découvert a posteriori que j'avais travaillé en mode agile durant 4 ans. J'ai décidé d'explorer avec vous si la remarque du professeur était justifiée ou bien trop dure à l'égard des universités. Donc, les universités sont-elles agiles? Pour commencer, rappelons d'abord la définition des méthodes agiles. J'ai mis les méthodes agiles au pluriel car la littérature autour de ces méthodes est trop abondante pour que seule une méthode puisse être retenue. Je vais néanmoins utiliser la définition donnée durant mon cours de gestion de l'innovation pour alimenter cette réflexion. La méthode agile se répand dans les organisations et fait partie des techniques qui vont permettre de passer d'une économie centrée autour de l'efficacité productive vers un axe nouveau, centré sur une intensité créative. Si la méthode agile a commencé dans les technologies de l'information et de la communication, elle peut s'appliquer et se généralise à bien d'autres domaines au-delà de la création d'un produit ou d'un service. Les méthodes agiles s'articulent autour de 5 grands axes qui font office de principes, valeurs et outils de travail. Le premier, intimité avec les clients, c'est-à-dire être en contact constant avec le client durant la phase exploratoire. Il faut être obsédé par ce client. Le point numéro 2, confrontation fructueuse des points de vue. Cela veut dire accepter et de ne pas être d'accord, recevoir du feedback pas toujours très positif et accepter l'incertitude. Le troisième, le schéma de jeu, permet de mettre un cadre pour s'assurer que l'on sait où l'on va et comment on va y arriver, sans pour autant trop formaliser la documentation. Le quatrième, le traitement itératif et dynamique de l'information. Cela revient à se rappeler du principe numéro 1, le client a toujours raison, et appliquer le principe numéro 2, même si on n'est pas d'accord, le client a toujours raison. Donc on répète et on répète. L'échec est accepté et acceptable, surtout le plus vite possible. Et enfin le dernier, l'équipe de projet motivée et managée. Cela semble évident, mais il faut que l'intégralité des équipes soit dans le même état d'esprit de collaboration. Alors, est-ce un phénomène qui est là pour rester ou un phénomène de mode? Ce qui est sûr, c'est que la durée de vie des produits est de plus en plus courte. Le marché dicte la nécessité de faire des nouvelles versions de plus en plus fréquentes. On pourrait se dire du coup tout cela, c'est valable pour les outils en ligne, les startups qui foisonnent dans le domaine de l'EdTech, les fameux LMS, Learning Management System. Pour autant, si on revient à la définition, où il faut toujours être en contact avec les clients pour être agile, même les outils de LMS ont du mal à arriver à leurs utilisateurs finaux pour recevoir de la rétroaction constante. Donc le problème, c'est que les méthodes agiles sont probablement aussi déjà un peu has-been. On trouve des articles qui disent que les méthodes agiles ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus. En effet, il y a peut-être un effet de mode qui fait que beaucoup d'entreprises tentent de résoudre leurs problèmes à coup de renfort de consultants certifiés en méthodes agiles. Il y a même un débat autour de toutes ces certifications. Les méthodes agiles sont victimes de leur propre succès et au lieu de simplifier, on multiplie les formations, les méthodologies, les terminologies, au point qu'il est difficile de comprendre la différence entre tous ces termes. Je suis retournée dans les définitions de la Bible, scrum.org, et on y trouve les éléments suivants. Agile est une façon de travailler, un état d'esprit, Scrum est un cadre, Safe est un cadre plus vaste, bref, comme vous pouvez voir, il y en a partout. D'ailleurs, si vous tapez Agile sur Google, vous pourrez aisément trouver une vingtaine de mots buzz pour créer un bingo corporate. D'ailleurs, je vous ai fait une carte de bingo que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez après avoir terminé de découvrir cette réflexion. Bref, c'est peut-être un phénomène de mode, mais pour le moment, les méthodes agiles sont en vogue, car la pandémie, en plus, a démontré le besoin urgent de s'adapter et d'innover. Donc, les méthodes agiles se sont d'autant plus imposées dans le paysage cette année. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les méthodes agiles, je vous propose d'explorer quelques domaines de l'université où cela ne me semble pas évident de les appliquer. Donc, en zoomant sur l'enseignement en tant que tel,
Il me semble que certaines disciplines traditionnelles et fondamentales ne requièrent pas nécessairement l'application de méthodes agiles pour transmettre ce qui est enseigné depuis des décennies. Je me rends compte en disant cela que c'est une opinion tout à fait personnelle et que des professeurs de mathématiques ou de médecine crieraient peut-être au scandale sur une telle affirmation. Ils seraient peut-être au contraire très heureux d'explorer d'autres méthodes pour pouvoir enseigner. En effet, enseigner une opération au bloc chirurgical en utilisant des méthodes agiles pourrait être utile afin de démontrer au groupe qui opère la nécessité de travailler de concert pour un seul et unique objectif, la réussite de l'opération du patient. Un autre exemple dans le domaine juridique. Dépoussiérer la rigidité des systèmes juridiques avec quelques méthodes agiles permettrait probablement de libérer les goulets d'étranglement des systèmes et d'accélérer la date des procès. N'étant toutefois pas du tout compétente dans ces domaines, je préfère me concentrer sur les disciplines enseignées en gestion et administration des affaires, puisque c'est les parcours que j'ai suivis moi-même en tant qu'étudiante. Ça ne me rend pas forcément compétente, mais au moins légitime pour partager quelques observations et réflexions personnelles. Si l'on pense à la formation initiale de premier cycle, il semble que les champs classiques, comptabilité, finance, aient peu de marge de manœuvre pour changer les méthodes d'enseignement. On parle de programmes établis sur la durée avec des balises et des sujets qui doivent être couverts. J'ai récupéré quelques exemples où les méthodes agiles peuvent s'appliquer. Le premier, si vous ne pouvez pas estimer précisément le temps dont vous aurez besoin pour finaliser le produit et si vous ne connaissez pas l'étendue des besoins utilisateurs. Donc de manière générale, en université, la durée des cours, le nombre d'années nécessaires pour obtenir un diplôme, les plannings, tout ça sont fixes et ne peuvent être facilement modifiés. Donc il ne me semble pas évident d'appliquer ce principe. Le suivant. Si votre produit peut être découpé en plusieurs itérations sans avoir besoin d'être complètement finalisé pour son utilisation. À première vue, cet exemple ne semble pas trouver sa place en université non plus. Les cours, les syllabus, les programmes sont préparés et partagés avant le début des cours. Il y a peu de place pour changer la structure d'un cours après. De même, la recherche n'est pas conçue sur le mode itératif. En recherche, ce sont les étudiants qui travaillent sur un sujet de recherche durant plusieurs années sous la direction d'un professeur. C'est volontaire que la recherche dure longtemps et que le fruit de la recherche ne soit pas dévoilé avant le moment où la thèse est prête à être publiée. La notion d'itération n'est pas encouragée car la confidentialité est importante et le produit final ne peut être considéré comme un prototype. Le droit à l'erreur n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité d'interagir avec le client et par là même obtenir de rétroaction facile. Bref, un doctorant peut passer 4 ans, 5 ans à travailler sur un sujet sans jamais avoir accès à son client final. Les conditions mises en place pour la recherche universitaire sont assez radicalement opposées au principe des méthodes agiles. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir comment la recherche pourrait inclure plus d'éléments d'itération et de rétroaction client à l'avenir. Le prochain. Si vous ne savez pas s'il existe un réel besoin sur le marché pour votre produit ou si vous voulez prouver et vérifier ce besoin. Donc là, ça peut être carrément dangereux parce qu'on pourrait imaginer que l'université se pose la question de créer par exemple un nouveau programme autour de nouveaux métiers. Proposer des formations courtes, c'est une façon rapide de tester des concepts et de le faire évoluer pour les prochaines promotions. C'est plus facile sur des cycles courts que sur des cycles universitaires. Mais c'est sûr, ça va à l'encontre de l'employabilité des formations. Les étudiants qui découvriraient qu'ils sont sur une formation expérimentale n'apprécieraient probablement pas de savoir qu'il n'y a pas eu de recherche sur les débouchés de leurs études. Enfin, quelques universités ont embrassé une philosophie qui inclut tous les départements et processus d'admission des étudiants, ainsi que la gestion des alumni. Mais ces universités se comptent sur les doigts de la main. Et même ainsi, en y réfléchissant bien, je pense que la notion de silo est très présente dans les universités en général. Donc je ne suis pas sûre que les universités soient gérées en mode agile. Enfin, une autre condition des méthodes agiles, une organisation hiérarchique légère pour une prise de décision rapide. La hiérarchie des universités est assez traditionnelle avec des codes et des principes séculaires pour certaines organisations qui ne vont pas intuitivement de pair avec la nécessité de limiter les échelons et étapes de la prise de décision.
La clientèle individuelle est prompte à prendre une décision. Mais là où les universités se déclarent plus agiles, par exemple sur la formation des entreprises, là ce sont leurs clients, les entreprises, qui peuvent avoir aussi de grosses structures hiérarchiques et par là même entraver l'initiative de l'université en retardant la prise de décision. Je vois par contre beaucoup d'applications possibles des méthodes agiles dans plusieurs domaines tels que la formation continue, la formation universitaire de deuxième cycle, la formation exécutive, où les principes et les valeurs sont plus ouverts et prêts à accueillir l'incertitude. Rappelez-vous, c'est un des principes. Donc si vous avez un accès illimité à votre client ou utilisateur et qui est prêt à être impliqué régulièrement tout au long du développement du produit, on pourrait en effet envisager d'impliquer les étudiants dans le développement du produit. C'est un exercice de haute voltige qui peut être chaotique, déstabilisant si les étudiants n'ont pas encore atteint la maturité. Ce qui peut être fantastique pour des étudiants de deuxième cycle et plus, ou des étudiants en formation continue ou exécutive, ne peut nécessairement être exigé des étudiants plus débutants de premier cycle. Si votre marché est très concurrentiel et vous pousse à le conquérir très rapidement. Il est indéniable que le marché de l'enseignement supérieur était très concurrentiel avant pandémie, et le phénomène s'est accru depuis le début de la pandémie, avec pléthore de nouveaux clients potentiels qui se forment en attendant des jours meilleurs et qui considèrent les formations en ligne qui auparavant n'étaient pas légion. Alors, ce dernier point, sur le domaine concurrentiel, ayant pris un cours de gestion de l'innovation dans le cadre du micro-programme d'entrepreneuriat, je n'ai pas pu résister à utiliser les outils et concepts qui permettent de comprendre la concurrence. Je vous épargne les détails de tous les outils que j'ai utilisés et de toutes les analyses que j'ai réalisées, mais je vous partage les conclusions qui semblent intéressantes pour cette réflexion. Donc, pour commencer, si les universités se positionnent sur une cible de clientèle large et se différencient surtout grâce à leur renommée, les concurrents, tels que les organismes de formation, se positionnent sur des segments particuliers qui leur permettent d'utiliser des méthodes agiles plus faciles à appliquer sur un besoin client niche. Cette année, la concurrence est encore plus féroce, avec des universités reconnues qui ont de vraies difficultés financières accrues par le tremblement de terre provoqué par la Covid dans le domaine de l'enseignement. Et si les universités se font concurrence entre elles, il ne faut pas oublier la concurrence élargie, qui est plus petite, plus agile, plus rapide, tels que les organismes de formation qui se sont positionnés en formation continue, en B2B, mais qui empiètent aussi sur le marché de la formation initiale en B2C. Les MOOC, dont j'ai oublié l'acronyme là, les EdTech, le fait de ne pas carrément aller à l'université et d'être un drop-out est aussi un concurrent majeur des universités. Surtout que beaucoup de ce que j'appelle les drop-out sont assez fiers de réussir dans l'entrepreneuriat ou de travailler dans de grosses entreprises qui deviennent elles-mêmes une référence, telles que Google, Amazon, Facebook, dont les alumni se cooptent entre eux, là où la force du réseau universitaire était avant beaucoup plus puissante. Bref, un contexte très chahuté avant même pandémie, qui aujourd'hui remet en question beaucoup de modèles établis depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines universités, voire centaines d'années pour les plus établis. Un fameux océan rouge, ou bain de sang, que les universités doivent adresser. Et pour cela, les méthodes agiles pourraient être utiles, pour continuer d'innover. Donc quelle meilleure façon de sortir d'un océan rouge? En cherchant un océan bleu, en pensant différemment, en innovant. Dans un contexte où le monde change plus vite que jamais, où le cycle de vie des produits est de plus en plus court, l'enseignement doit lui aussi s'adapter et enseigner à apprendre et non pas enseigner un métier. Les métiers qui existeront en 2030 n'ont pas encore été créés. Au lieu d'enseigner un métier, il faut enseigner à apprendre. Les méthodes agiles peuvent-elles aider à cela? J'ai lu un article sur ce sujet qui suggère que les méthodes agiles pourraient en effet aider. Et je pense notamment, si je vous ai déjà perdu à ce stade, qu'il serait peut-être temps de vous parler d'un exemple concret de ce que ça pourrait vouloir dire d'enseigner les méthodes agiles en adoptant des méthodes agiles. Qu'est-ce que vous en dites d'explorer un petit exemple pour illustrer de quoi je parle? Donc, il s'agit de la méthodologie Lego for Scrum. Il s'agit donc de mettre les élèves en équipe pour créer une ville avec des Legos. Ça semble très simple, et la littérature sur ce jeu que l'on trouve sur Internet est d'ailleurs très abondante.
Les coachs agiles partant du principe que l'on peut partager toute l'information de manière transparente, puisque le secret n'est pas dans la lecture de documents, mais bien dans l'apprentissage par le jeu lui-même. C'est la méthode empirique ou d'effectuation prônée par Sarah Sarasvati. Je suis tombée sur un article qui essayait d'analyser si les techniques agiles pouvaient être répliquées dans l'enseignement, et cet article reprenait justement Lego for Scrum comme exemple. J'ai été assez surprise de découvrir que les auteurs ne semblaient pas persuadés que l'apprentissage qui résulte de cette expérience soit forcément utile et en lien avec la discipline qui voulait être enseignée. J'avoue ne pas être d'accord avec les auteurs. Je suis d'avis que l'expérience permet au contraire aux participants de comprendre ce qui se passe en vrai dans une entreprise. J'avoue même que les réflexions des auteurs m'ont surprise au point de me demander s'il n'existe pas une déconnexion entre les attentes du monde des entreprises en termes de formation et le milieu de l'enseignement. Mais bon, restons sur les méthodes agiles. Il semble en tout cas que des initiatives existent pour enseigner les méthodes agiles. Par contre, est-ce que ces méthodes s'appliquent dans tous les cours? C'est là que c'est plus discutable. Je voudrais finir sur une note personnelle, partager les observations réalisées au cours de mon apprentissage afin de terminer sur une note positive et prouver que les universités sont plus agiles qu'elles n'ont l'air de le croire. Donc, je vais vous donner quelques exemples. La première, en cours d'entrepreneuriat, nous avons réalisé un prototype de zone cours. Zone cours étant la zone sur Internet sur laquelle les étudiants d'HEC Montréal ont accès à pas mal d'informations. Et donc, dans ce cours d'entrepreneuriat, pour illustrer la notion de MVP, les étudiants ont réalisé un prototype. Si les équipes de développeurs de HEC Montréal reçoivent et utilisent tout ce feedback fourni par les étudiants dans cette mise en pratique, on aura un exemple de méthode agile ponctuellement appliquée. Beaucoup d'autres exemples prouvent que les méthodes agiles sont présentes. Par exemple, la chaire entrepreneuriat de HEC Montréal soutient l'innovation ouverte et l'écosystème des startups de ses alumni. De la même façon, le cours de gestion de l'innovation prône toutes les méthodes innovantes pour enseigner le cours, et notamment l'effectuation, le principe de faire pour apprendre, puisque ce sont les élèves qui donnent certains cours sous la forme de classes inversées. Et donc, en conclusion, si une organisation a soif d'apprendre, elle devrait forcément rester à l'écoute des nouvelles tendances et s'en inspirer, s'adapter, utiliser toutes les techniques de gestion de l'innovation, dont les méthodes agiles. Et bien évidemment, continuer de chercher des sources d'inspiration partout, en gardant à l'esprit ce message si puissant de Nelson Mandela.